Merci. Bonsoir toutes et tous. Je vais donc essayer de retrouver un peu la mémoire de cette économie qui d'abord a une appellation qui est un peu étrange. Pourquoi ça s'appelle économie sociale et solidaire? On aurait peut-être pu trouver plus simple. Comment ça se fait qu'on en arrive à une expression aussi compliquée? Et puis essayer de voir comment est-ce que cette économie, elle peut aujourd'hui exister, puisque dans la plupart des pays, elle représente autour de 10% de l'emploi total. Il y a des difficultés suivant il y a des différences suivant les pays, mais elle est présente dans tous les pays, et en même temps, elle est complètement invisible, comme ça vient d'être dit. Comment ça se fait qu'une économie qui a une certaine importance, on peut par exemple suivre des études d'économie complètes à l'université sans jamais entendre parler de ce qu'est l'économie sociale et solidaire? Et donc il y a un processus qui est très paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois cette économie, elle prend de plus en plus de place. Elle a pris beaucoup plus de place aujourd'hui qu'il y a encore 20 ou 30 ans. Et là, je ne parle pas simplement de l'Europe, je parle de l'Amérique du Nord, je parle de l'Amérique du Sud, je parle de l'Afrique, je parle de l'Asie. Et donc, dans tous les continents, il y a une progression de cette économie sociale et solidaire. Et dans tous les continents, elle est difficilement reconnue. Et donc, c'est un peu sur ce paradoxe que je vais essayer de revenir en montrant qu'effectivement, cette histoire, elle a été non seulement oubliée, mais elle a été oubliée parce qu'elle a été occultée, en fait. Et donc, on ne sait pas d'où on vient. Et quand on ne sait pas d'où on vient, c'est très difficile de déterminer où est-ce qu'on veut aller. Et donc, je vais faire un petit parcours historique pour en arriver aux questions qui se posent aujourd'hui, parce que d'une certaine façon, les questions qui se posent aujourd'hui ne sont pas neuves. Et la première chose que l'on peut mentionner, c'est donc la présence de cette économie dans tous les pays. Moi, je travaille par exemple beaucoup depuis une vingtaine d'années avec le Brésil. Au Brésil, il y a eu un développement de l'économie solidaire qui a été très fort pendant les années 2000, 2010. Puis ensuite, il y a eu un gouvernement d'extrême droite qui a voulu tuer cette économie. Donc, c'est une économie qui n'est pas supportée aussi par un certain nombre de régimes autoritaires. Et ça, je pense que c'est notable. Et aujourd'hui, il y a un retour de la démocratie au Brésil. Et avec ce retour de la démocratie, il y a le retour de l'économie sociale et solidaire. Là, par exemple, on travaille avec 4 universités brésiliennes pour mettre en place un nouveau diplôme sur l'économie solidaire au Brésil. Le ministère de la Recherche et de l'Innovation a opté pour le financement de cette formation afin que la formation puisse être gratuite. Parce qu'au Brésil, si vous prenez les personnes qui dirigent, qui sont responsables des structures d'économie solidaire, elles n'ont pas la possibilité financièrement de payer leur formation. Donc pour que ça soit accessible, il faut que ça soit gratuit. Et on a essayé aussi de changer un peu les rapports dans la coopération qu'on a avec nos collègues, parce que ce que faisait le CNAM habituellement, c'est d'exporter ces formations dans des pays qui sont extérieurs à la France. On a demandé de procéder autrement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on considère, c'est que c'est nos collègues brésiliens qui doivent fixer le contenu du programme de formation. Et nous, on est là pour appuyer et pour les aider quand ils pensent qu'on peut être utile. Donc c'est aussi, je pense, très important que cette économie sociale et solidaire, on puisse l'enrichir de dialogues internationaux, parce que c'est une réalité qui émerge partout aujourd'hui. Mais ce que je vais essayer de voir avec vous pour commencer, c'est que ce n'est pas une émergence, c'est que c'est une résurgence. Souvent, ici en France, on se dit, oui, voilà, il y a une loi en 2014, et donc c'était le début de l'économie sociale et solidaire. Pas du tout. L'économie sociale et solidaire, ça ne s'appelait pas comme ça, mais ça naît en France, comme d'ailleurs dans d'autres continents, dans la première partie du XIXe siècle. En France, je vais plutôt parler de la France, mais on pourra parler d'autres pays si ça vous intéresse ensuite, compléter.
En France, la période où ça naît vraiment, c'est une période assez précise, c'est entre 1830 et 1848. C'est-à-dire, c'est une période qui est une période d'ouverture démocratique, dans laquelle il y a deux révolutions, en 1830 et en 1848, qui essayent finalement de faire que l'on puisse accéder à une vraie démocratie. Parce que le problème que posent les personnes dans cette phase originelle, c'est, oui d'accord, on a mis liberté, égalité, fraternité au fronton de nos mairies. Mais ça ne change pas le fait qu'il y a toujours des gens qui vivent dans la misère. Et comment est-ce qu'ils pourraient vraiment profiter de ces principes s'ils n'ont pas les moyens de vivre? Et donc les personnes vont s'organiser, et pour s'organiser ensemble, elles vont se mettre un peu sous la bannière de ce qu'un philosophe français, Pierre Leroux, va proposer dans ces années-là. C'est-à-dire, ce que va dire Leroux, c'est que puisqu'on est en démocratie, il ne peut plus y avoir de charité, puisque la charité supposait qu'il y ait une inégalité entre celui qui donne et celui qui reçoit, et que finalement se substitue à la charité en démocratie un nouveau principe qu'il appelle la solidarité. Et la solidarité, pour lui, c'est l'action collective que mènent ensemble des gens qui décident volontairement, personne ne les force, personne ne les oblige, à entreprendre une œuvre collective commune qu'ils pensent utile pour un bien commun qu'ils ont choisi eux-mêmes. Et quand les gens s'organisent de cette façon-là, s'auto-organisent en fait, ils s'auto-organisent en étant libres de le faire et en étant égaux dans l'action qu'ils mènent ensemble. Et donc c'est une réalisation, c'est pour ça qu'à l'époque, on parle soit d'association fraternitaire, soit d'association solidaire, parce qu'en fait, la solidarité est un peu la traduction pratique de la fraternité. Ce principe qui était un petit peu abstrait trouve une réalité dans cette solidarité démocratique qui se met en place et qui veut finalement approfondir la démocratie. C'est ça l'objectif initial de ce dont nous parlons. Ce n'est pas uniquement faire une économie particulière, c'est avant tout se donner les moyens de vivre plus en démocratie et donc d'avoir des possibilités d'augmenter ce qu'on appellerait aujourd'hui le pouvoir d'agir. Mais le pouvoir d'agir, ce n'est pas non plus un terme qui est très récent, puisque là aussi, pouvoir d'agir, vous le trouvez sous la plume de Leroux en 1840. Et donc, il y a un premier temps de cette organisation qui deviendra l'économie sociale et solidaire dont nous parlons, qui est en fait ce qu'on peut appeler des associations solidaires. Et les associations solidaires de ce moment-là, elles se forment alors qu'il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut, puisqu'on sait que le statut de la loi de 1901, il n'interviendra qu'au début du XXe siècle. Mais malgré cela, il y a beaucoup plus d'associations qui se forment entre 1830 et 1848 que celles qui se formeront après 1901. Donc il y a vraiment l'idée que la solidarité, ça peut être les gens qui s'emparent des problèmes qui ne sont pas résolus et qu'ils essaient de résoudre par leur action collective. Et ça va dans le sens à la fois de l'organisation des secours mutuels, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas protégés quand ils sont confrontés à la maladie ou quand ils vieillissent, et donc ils vont essayer de trouver comment est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes se mobiliser pour avoir des ressources pour ce faire. On est au début de ce qu'on appellera plus tard les mutuelles. Et puis il y a aussi des gens qui essayent, parce qu'ils sont des travailleurs qui ont un métier, d'organiser des entreprises à partir de leur métier, avec l'idée que l'entreprise peut s'organiser par les gens qui sont titulaires d'un métier et pas à partir des détenteurs de capitaux. Donc cette idée que ça peut être le travail qui organise l'entreprise, c'est le thème en 1848 de l'organisation du travail qui est soulevé. Et puis ces gens-là, ce sont les mêmes. Ils défilent aussi dans les rues de Paris, par exemple, pour aller demander à la Commission du Luxembourg, qui est l'organe du gouvernement qui est censé s'occuper du travail,
demander des changements dans les lois et dans les réglementations pour qu'il y ait plus de protection qui régissent le travail et que donc ça aide à sortir de cette misère dans laquelle les gens étaient emprisonnés. Donc vous avez un premier temps dans lequel les gens y poursuivent des buts qui sont à la fois politiques, économiques et sociaux. C'est-à-dire que la différenciation qu'on verra après n'existe pas. Les gens font partie d'un mouvement. Ce mouvement, il veut réaliser la démocratie. Et en réalisant la démocratie, ça veut dire à la fois agir sur le plan politique, à la fois agir sur le plan social et à la fois agir sur le plan économique. Il n'y a pas de distinction entre tous ces plans. Les gens ont l'impression d'appartenir à un mouvement. Et ça, c'est un mouvement qui a été très longtemps oublié. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, comme dans d'autres pays, depuis quelques années, il y a une nouvelle génération d'historiens qui s'intéressent à cet associationnisme solidaire, à cet associationnisme pionnier. En France, vous avez beaucoup de travaux qui, aujourd'hui, permettent de retrouver la réalité de ces associations derrière le mythe, parce qu'on a souvent considéré dans l'histoire officielle qu'il y avait quelques utopistes un peu cinglés qui avaient eu des idées bizarres, Fourier, Proudhon, Owen, et que finalement, le début de l'économie sociale et solidaire, c'était ça, l'application de la pensée de ces utopistes. Non, c'est pas ça. En fait, les gens qui formaient des associations solidaires, ils étaient certes inspirés par des utopistes dans certains cas, mais ils ne cherchaient pas à plaquer un modèle abstrait sur leur réalité. Ils cherchaient à agir à partir de leur réalité. Et donc, ils débordaient aussi les écrits des utopistes, ils essayaient de trouver leur propre solution parce que c'était eux qui avaient la connaissance des problèmes auxquels ils étaient confrontés. Donc, il n'y avait pas l'application d'un modèle qui aurait été un modèle a priori, mais il y avait plutôt ce qu'on pourrait appeler une expérimentation collective que les gens faisaient pour voir s'ils pouvaient avancer sur le chemin de la résolution de leurs problèmes. Donc ça, c'est le premier temps. Et ce premier temps, pourquoi est-ce qu'il a été oublié? Pourquoi est-ce qu'il a été occulté? Il a été oublié, il a été occulté parce que les deux grands courants de pensée qui vont s'imposer dans la seconde moitié du XIXe siècle vont en fait considérer que ces associations solidaires sont des petites réalisations utopiques, irréalistes, qui ne marchent pas et qui de toute façon ne sont pas à la hauteur des problèmes. C'est d'abord le courant libéral. Le courant libéral, c'est Malthus, c'est Ricardo, c'est Bastiat qui, dès les années 1850, vont dire non, le problème n'est pas d'approfondir la démocratie, le problème, il est d'accélérer le développement économique. Et ça, c'est toujours un problème qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que la priorité, c'est d'approfondir la démocratie ou est-ce que la priorité, c'est le développement économique? Et on voit bien qu'on est toujours pris entre ces deux options. Et donc, les libéraux vont dire ce qu'il faut, c'est former des sociétés de capitaux qui vont réunir beaucoup de moyens et ça va permettre le développement économique, le décollage industriel. Et il faut se centrer là-dessus et oublier toutes ces chimères qui sont celles de l'association. Et ils vont redéfinir la solidarité. Parce que ces écrivains libéraux, ils vont proposer une autre définition de la solidarité. Pour Leroux, la solidarité, c'était l'expression même de la possibilité du pouvoir d'agir citoyen qui vient des principes démocratiques. Pour les libéraux, c'est autre chose. Ce qu'ils présentent, c'est une solidarité qu'ils appellent philanthropique, c'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas l'auto-organisation qui doit primer, mais plutôt la compassion, la bienveillance du riche vers le pauvre. Et on a donc, dès le départ, un clivage dans la façon de penser la solidarité. Soit on pense la solidarité comme l'organisation des gens eux-mêmes, soit on pense la solidarité comme ce que donne le riche au pauvre. Et évidemment, et là, vous voyez bien qu'on est encore au XIXe siècle, puisque c'est le débat qu'il y a eu la semaine dernière au Parlement, est-ce que tous les pauvres méritent vraiment d'être aidés? Parce qu'on sait vraiment que les pauvres, ils sont tous feignants, alcooliques, et que dès qu'on leur donne une allocation, de toute façon, ils vont la dépenser au bar. Donc, il faut arrêter ça, et il faut absolument contrôler que les pauvres sont
dans un itinéraire de moralisation. C'est ce que dit le grand historien anglais Thomson. Il dit, pour arriver à fonder une entreprise de moralisation des pauvres, il fallait d'abord supprimer l'associationnisme de départ qui était organisé justement par les pauvres eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez toujours une tension entre deux façons d'aborder le problème. Soit, finalement, vous allez aider les pauvres, mais en même temps, vous n'allez pas vous attaquer du tout aux racines de la pauvreté. Soit vous allez vous attaquer justement à ce qui provoque la pauvreté, qui est en fait les inégalités. Et on retrouve toujours cette tension dans la manière d'organiser la solidarité entre deux façons de faire. Et donc les libéraux vont très vite choisir une philanthropie qui va devenir de plus en plus autoritaire vis-à-vis des pauvres, puisqu'il faut les surveiller, et il faut voir s'ils sont vraiment dignes de recevoir des allocations parce qu'ils font des efforts. Donc vous voyez que soit on fait confiance aux gens en disant que leur contribution collective, ça peut amener des changements démocratiques, soit au contraire, on essaye de faire que ce soit les riches qui définissent comment les pauvres doivent vivre et à quelles conditions on va les aider. Et donc les libéraux vont très vite, finalement, réduire à néant cette volonté initiale d'association solidaire qui s'était fait jour dans la première moitié du XIXe siècle. Et on va passer, comme dit un autre historien, Hobsbawm, de l'ère des révolutions, la première moitié du XIXe siècle, à l'ère du capital et des empires, c'est-à-dire la seconde moitié du XIXe siècle. Et la seconde moitié du XIXe siècle, ça va être aussi l'entrée dans le productivisme. C'est-à-dire que, vous voyez bien, le raisonnement des libéraux, c'est quoi? C'est que, de toute façon, il faut mettre l'accent sur le développement économique parce que c'est ça qui va nous amener la possibilité d'améliorer les conditions de vie de tout le monde. Dans le langage actuel, on appelle ça le ruissellement. C'est-à-dire qu'il faut que les politiques économiques enrichissent les riches parce que si les riches s'enrichissent, à la fin, ça va ruisseler sur les pauvres. On voit ce que ça a donné dans les dernières décennies. Donc toutes ces strates historiques, en fait, d'une certaine façon, c'est encore nos problèmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de ces façons de penser qui se sont figées dès le XIXe siècle. Et puis, à côté du libéralisme, en opposition au libéralisme, il va y avoir le marxisme. Et le marxisme lui-même va peu à peu dévaloriser toutes ces tentatives basées sur l'association. Alors ça se fera graduellement, c'est-à-dire que Marx, quand il fait sa déclaration initiale fondant la Première Internationale, il rend hommage aux associations et aux coopératives en disant que c'est un triomphe de la classe ouvrière et que ça, pourquoi c'est un triomphe? Parce que ça montre que le salariat va être dépassé à un moment donné. Donc on n'est pas condamné à perpétuité au salariat. Et donc pour lui, dans les expériences associatives et coopératives, il y a déjà les germes d'une émancipation qui va venir plus tard. Et donc il y a un lien entre le présent, des gens qui commencent à s'émanciper, et puis le futur où on vise une émancipation qui sera une émancipation plus complète. Donc au départ, il y a une valorisation de ces associations et de ces coopératives, mais très vite, avec la deuxième internationale et la troisième internationale, le mouvement va se renverser, c'est-à-dire que le mouvement ouvrier, avec le marxisme dogmatique qui va s'installer comme idéologie dominante, va de plus en plus être centralisé, va de plus en plus être dirigiste, va de plus en plus être centré sur le pouvoir d'État. Et ça fait que, par exemple, si on regarde les congrès des mouvements ouvriers français à la fin du XIXe siècle, il y a une condamnation des associations et des coopératives parce qu'elles détournent du vrai enjeu qui doit être unique, qui est celui de la prise du pouvoir d'État. Et donc vous voyez bien que les deux grandes idéologies qui vont dominer notre débat au XIXe siècle, dans la seconde partie, mais aussi au XXe siècle, ont pour objet commun, en fait, de dévaloriser toutes ces formes d'associations solidaires qui avaient été tentées et qui sont finalement condamnées, méprisées, négligées ou ignorées.
Ça n'empêche qu'elle continue dans la réalité, hein, et qu'il va y avoir difficilement la reconnaissance de statut juridique. Le premier statut juridique qui va être reconnu, pour faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le statut de la mutuelle, hein. Et au début, la mutuelle n'est reconnue que si elle est patronnée, hein, c'est-à-dire que s'il y a un notable local qui vérifie que sous la mutuelle, il n'y a pas une menée révolutionnaire, je prends les termes de l'époque, hein. Donc tout ce système-là se met en place dans le cadre du patronage et du paternalisme, hein, qui sont la traduction de la philanthropie, hein. Et donc on essaye de contrôler ce que les gens font eux-mêmes pour vérifier qu'ils sont bien, hein, dans cette moralisation que l'on vise. Et peu à peu, donc les entités mutuelles, coopératives, puis associations vont quand même se sortir de cette orbite philanthropique, hein. Mais le problème qu'elles vont rencontrer, c'est qu'elles vont de plus en plus se distancier les unes des autres, hein. C'est-à-dire que les mutuelles, les coopératives, les associations vont devenir un ensemble que l'on appelle économie sociale, hein, qui est formé finalement par des entreprises ou des organisations qui ne sont pas capitalistes, qui reposent sur d'autres bases, avec le principe une personne, une voix, avec un patrimoine qui est durablement collectif. Donc elles ont des caractéristiques communes, mais malgré tout, elles s'éloignent de plus en plus les unes des autres, alors que ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'associationnisme solidaire essayait au départ de les faire tenir ensemble. Et tout ça, ça va donner finalement l'architecture institutionnelle du XXe siècle, hein, qui en fait va marginaliser toutes ces réalités, puisque ce qui va devenir la vision générale au XXe siècle, c'est que l'économie moderne, c'est le capitalisme marchand, et puis que le social, on va sortir de la philanthropie, ça doit être organisé par l'État, hein, puisque à la fin du XIXe siècle, on reconnaîtra qu'il faut pouvoir s'émanciper de la solidarité philanthropique, et on reconnaîtra qu'il y a nécessité d'un État social, hein, c'est-à-dire que la solidarité, ça ne doit pas être le riche qui donne l'aumône aux pauvres, mais ça doit être garanti par des droits, parce que quand c'est garanti dans des droits, à ce moment-là, on peut revendiquer des droits et on n'est pas obligé d'attendre la compassion du riche. Donc l'État va devenir un peu l'organisateur du social, et ça va être en particulier le cas après la Seconde Guerre mondiale, hein, puisque après la Seconde Guerre mondiale, tous les gouvernements s'interrogent sur comment est-ce qu'on peut ne pas retomber dans les errements des années 30 qui ont conduit au désastre de cette guerre, hein, et donc ils vont se mettre d'accord pour trouver les nouvelles bases d'un contrat social, hein, et ça va être exprimé en France par les textes du Conseil national de la résistance bien connus, mais au niveau international par une déclaration qui va être faite en 1944 et qui va être un peu la base sur laquelle on va essayer d'organiser l'après-guerre. C'est la déclaration de Philadelphie. Et la déclaration de Philadelphie, elle stipule que le développement économique ne vaut que s'il est au service du développement social. C'est-à-dire qu'après la guerre, on met la primauté du développement social sur le développement économique. Le développement économique est un moyen, mais la véritable finalité que l'on vise, c'est le développement social. Et évidemment, ça va entraîner des changements importants. D'abord, une augmentation des responsabilités de l'État social, à tel point que l'on va parler très souvent d'État-providence. État-providence, ça veut dire que c'est l'État qui assure une sécurité beaucoup plus large, hein, et on va inventer, après la Seconde Guerre, des systèmes de sécurité sociale généralisés, ce qui n'était pas le cas précédemment. On va aussi, dans les années 50 et 60, ça sera visible de manière forte, on va aussi augmenter les moyens qui sont affectés aux politiques sociales. Donc on est dans une période dans laquelle on affecte beaucoup de ressources pour arriver à ce développement social que l'on vise. Et finalement, ça va avoir des effets économiques bénéfiques, hein, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans cette période qu'on appellera a posteriori les 30 glorieuses, 1945-1975,
on va se trouver avec une moyenne de croissance qui est à peu près le double de celle du siècle précédent. C'est-à-dire que cette idée que, en améliorant les revenus, les politiques sociales, on va finalement alimenter aussi des consommateurs pour la machine économique, c'est une idée qui va se révéler un succès pendant toute cette période où les économies sont des économies avant tout nationales, hein, et donc les marchés sont plutôt sur le plan national, et on va avoir une sorte de cercle vertueux entre le social et l'économique. La priorité accordée au social va aussi avoir des effets bénéfiques sur le développement économique et sur la croissance économique. Et donc on va avoir l'impression dans cette période-là qu'on a un peu trouvé la recette magique pour concilier l'économique et le social. Dans la période 1945-1975, il y a des conflits, il y a des difficultés, mais on est quand même dans une idée qu'on est dans un progrès social. On intériorise un peu l'idée que nos enfants vivront mieux que nous. Ça paraît logique. On est dans une ascension sociale qui est vécue assez largement. Et ce dont on va se rendre compte ensuite, c'est que ce n'était qu'une période. Et on va rentrer ensuite dans une succession de crises, en fait. Une succession de crises dont nous n'arrivons pas à sortir. Et donc, ce n'est plus des crises, c'est en fait une mutation, des mutations qui ne reviendront pas à ce qu'on croyait la recette pour concilier l'économique et le social, et vers laquelle on ne reviendra pas pour des raisons qu'on pourrait expliciter, mais sur lesquelles je ne vais peut-être pas m'attarder, sauf si ça vous intéresse, on pourrait y revenir. En gros, on se retrouve dans une nouvelle configuration, et la première crise qui va contester finalement ce qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas une crise économique. Avant la crise économique, il y a une première crise qui est une crise démocratique qui va être manifestée par l'apparition de ce que l'on appelle dans les années 60 les nouveaux mouvements sociaux. Parce qu'il y avait un mouvement social central dans la société autour duquel se structuraient les rapports de force, la lutte du capital contre le travail. On considérait que c'était ça qui donnait les lois de l'histoire. On va avoir des nouveaux mouvements sociaux qui vont nous dire non, il y a d'autres conflictualités dans la société. Je prends deux exemples. Le mouvement écologique qui va commencer à dire oui, nous sommes dans une période de croissance, mais qui dit croissance dit en fait un système économique qui ne peut vivre que par l'expansion sans fin. Or, est-ce que cette expansion sans fin, elle est conciliable avec le fait que la planète est limitée? Et donc, l'impensé de l'économie, c'est finalement la pensée des limites, puisque le capitalisme, ça marche bien si c'est en expansion perpétuelle. Et donc, je cite souvent le premier cours d'économie au CNAM de Jean-Baptiste Say en 1840. Dans ce premier cours, il dit « Les ressources naturelles ne font pas partie de l'économie parce qu'elles sont inépuisables. » Vous voyez, l'économie a considéré que finalement les ressources, on pouvait toujours en avoir, et donc que ce n'était pas nécessaire de penser le rapport aux ressources. Pourquoi aussi? Parce que dans cette période, les ressources, elles étaient appropriées par le colonialisme. Et ce n'est pas un hasard non plus que c'est au moment où il y a un processus de décolonisation que des questions nouvelles vont se poser pour un capitalisme qui a toujours été extractiviste par rapport aux ressources du monde et qui se les a toujours accaparées. Et c'est ça qui a alimenté aussi la machine économique que j'évoquais tout à l'heure. Donc le mouvement écologique pose des questions assez inédites, sur lesquelles on n'est toujours pas en mesure d'apporter des solutions, puisqu'il suffit d'écouter la radio comme ce matin. D'un côté, on se plaint du changement climatique, et puis ensuite, on se réjouit de l'augmentation des ventes de voitures. Donc, ces deux moments qui se succèdent une minute après l'autre dans le même bulletin d'information.
Donc on est dans une schizophrénie, hein, c'est-à-dire qu'à la fois on n'arrive pas à décrocher de la croissance parce qu'on ne peut vivre qu'à travers ce biais, on a été éduqué pour faire cela, et en même temps on se rend compte que c'est intenable. Mais on est entre les deux et on ne sait pas comment arriver à concilier ces deux exigences qui sont inconciliables. Donc ça a été révélé par le mouvement écologique. Le mouvement féministe aussi, dès les années 60, pose des questions sur est-ce que derrière l'État social, il ne reste pas, malgré la volonté égalitariste qui est inscrite dans les lois sociales, est-ce qu'il ne reste pas des relents de paternalisme, hein? Par exemple, parce que c'est facile, hein. Encore aujourd'hui, les salaires ne sont pas les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Il y a une différence de l'ordre de 20% qui perdure. Comment est-ce possible alors que l'État social est censé garantir l'égalité, hein? Et donc, il y a des problèmes qui sont cachés dans l'État social. Et pourquoi? Parce que, aussi, ce qui est avancé par le mouvement féministe comme par un certain nombre de mouvements d'usagers qui commencent à se faire jour dans cette période, c'est finalement l'État social, il a une façon d'agir beaucoup par la technocratie et beaucoup plus que par la consultation des gens concernés eux-mêmes, hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a la place des usagers qui commence à être questionnée, hein. Et on verra que ça va avoir des influences. On pourrait reprendre par exemple les textes sur le travail social, hein. En 1976, les textes nationaux et internationaux sur le travail social définissent le travail social comme un processus d'adaptation. En 2010, les textes de l'ONU comme les textes français redéfinissent le travail social comme devant relever de l'émancipation des personnes. Et s'il y a aujourd'hui des textes qui reconnaissent ça, c'est que dès les années 60, il y a eu des mouvements d'usagers qui ont commencé à dire « ça suffit qu'on définisse nos besoins à notre place ». Ce n'est pas parce que nous sommes en situation de handicap, par exemple, que nous ne sommes pas capables de penser nos besoins. Donc nous voulons être consultés maintenant sur les services qui sont faits pour nous. On en a marre que ce soit des professionnels extérieurs qui nous assignent des besoins sur lesquels nous n'avons pas été consultés. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, ces mouvements, ils demandent quoi? Ils demandent plus de démocratie. Et ils demandent plus de démocratie en disant quoi? En disant, finalement, le marché plus l'État, ça a donné des résultats, mais ça a aussi été incapable de régler un certain nombre de problèmes. Et donc maintenant, il faut qu'il y ait un troisième pôle qui soit pris en compte, qui n'est ni le marché ni l'État, mais qui est la société elle-même. Et il faut que cette société, elle puisse se faire entendre. Et cette volonté de se faire entendre, ça va évidemment ne pas déboucher, parce que beaucoup de ces nouveaux mouvements sociaux vont ne pas aboutir au changement qu'ils souhaitaient. Ils vont se fragmenter pour un certain nombre d'entre eux. D'ailleurs, on voit bien ça dans la littérature internationale, puisque à partir des années 80, on parle de moins en moins de nouveaux mouvements sociaux et on parle de plus en plus d'innovation sociale ou d'initiatives citoyennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mouvements sociaux n'ont pas forcément abouti, mais les questions qu'ils ont posées continuent à se poser, hein. Et donc, il y a aussi des modifications dans les formes d'engagement public qui font que les gens s'organisent moins en mouvement, sont peut-être plus attirés vers des actions locales, plus concrètes, dont ils peuvent voir les résultats plus empiriques, hein. Et donc, on n'est pas du tout dans un monde d'individualisme généralisé, comme on nous le dit parfois. On est dans un monde dans lequel les formes d'engagement ont évolué. Et d'une certaine façon, ces formes d'engagement qui ont évolué, ça réactualise ce que j'appelais tout à l'heure le phénomène des associations solidaires au début du XIXe siècle, hein. C'est-à-dire que vous avez des gens qui essayent de créer des expériences démocratiques. Et ces expériences démocratiques, faudrait là aussi être plus long que je ne le suis là, mais elles vont peu à peu se reconnaître dans le monde autour de l'appellation d'économie solidaire, qui est à la fois un prolongement
des formes de l'économie sociale, associations, coopératives, mutuelles, mais qui est aussi une volonté réaffirmée de transformation sociale, avec l'idée qu'un certain nombre d'institutions de l'économie sociale ont pu connaître une tendance à la banalisation en s'insérant dans une économie qui est une économie capitaliste marchande. Ils ont perdu une partie de leur spécificité, et donc il faut retrouver des émergences qui vont aussi redynamiser le mouvement qui était le mouvement initial de l'économie sociale, mais qui s'est un peu atténué avec le temps. Donc, on a, à partir de ce moment-là, l'économie sociale historique qui est complétée par des mouvements apparaissant dès les années 70 qui vont peu à peu se reconnaître sous l'appellation d'économie solidaire. Mais ces initiatives-là vont être complètement perturbées par ce qui va advenir, c'est-à-dire l'imposition d'un nouveau courant économique qui va complètement prendre le contre-pied de la déclaration de Philadelphie. Et ce courant, c'est celui qu'on a d'abord appelé courant monétariste et puis ensuite que l'opinion publique a désigné comme néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est intéressant de lire les auteurs qui ont été les grands théoriciens du néolibéralisme, Hayek, Friedman et d'autres, parce que leur projet est un projet très très fort et qui a des conséquences tout à fait énormes sur nos vies quotidiennes. Qu'est-ce qu'affirment Hayek et Friedman pour prendre les deux auteurs principaux du néolibéralisme? Premièrement, qu'il faut remettre en cause la déclaration de Philadelphie, c'est-à-dire le développement social a pris trop de place, l'État a pris trop de place, il faut réduire le périmètre de l'action publique et donc il faut remettre au centre de nos relations dans la société le principe de concurrence. Et ça va très loin parce que Hayek écrit que si nous devons choisir entre la concurrence et la démocratie, nous choisirons la concurrence et que nous devons éradiquer des notions fausses comme celle de solidarité. Donc c'est vraiment un projet de réorganisation anthropologique de la société autour de la concurrence. C'est pour ça que le néolibéralisme n'affecte pas le même rôle à l'État que le libéralisme du XIXe siècle, au sens où l'État, pour le néolibéralisme, est un instrument de restauration de la concurrence. Et ça va se traduire très concrètement à partir des années 80, d'abord en Angleterre, aux États-Unis, puis ensuite plus largement, à travers la modification des modalités de financement public des associations, puisque avant, on procédait beaucoup par subvention. De plus en plus, on va faire des appels d'offres. Pourquoi les appels d'offres? Parce qu'on considère que si on réintroduit de la concurrence dans le monde associatif, on va faire que ces associations vont être plus efficaces. Et donc, il y a une volonté de changer les règles du jeu et de faire que l'État remette la concurrence en avant. Ça va entraîner aussi le développement d'une nouvelle approche de la gestion qu'on appelle le New Public Management ou la nouvelle gestion publique, qui dit quoi? Qui dit que finalement, que vous soyez un service public, une association ou une entreprise privée, peu importe, l'important c'est que vous soyez jugé sur votre efficacité et votre efficience. D'où la multiplication dans les services publics des formes de contrôle de l'efficacité, comme dans le monde associatif, où on passe son temps maintenant à faire du reporting sur les activités, pour justement que les centres gestionnaires puissent vérifier qu'il y a bien une efficacité et une efficience qui est au rendez-vous, ce qui gomme toute une partie de ce qu'était la mission de ces organisations d'économie sociale et solidaire, qui sont rabattues par les formes de gestion qui sont appliquées, finalement, à d'autres organisations. C'est ce qu'on pourrait appeler un rabattement organisationnel qui nie, finalement, la mission propre des organisations d'économie sociale et solidaire. Donc on a une tension très forte entre la résurgence d'un mouvement qu'on avait un peu oublié et qui se dénomme à partir de ce moment-là économie sociale et solidaire parce qu'à l'économie sociale historique se rajoutent
des nouvelles réalités qui se désignent plutôt comme économie solidaire, hein, puis les deux se rejoignent forcément autour d'un projet commun en particulier pour se défendre ensemble auprès des interlocuteurs publics, mais tout ça se heurte de front au type de régime qui a été mis en place à partir du texte qui a succédé à la déclaration de Philadelphie. C'est le consensus de Washington en 1989. Le consensus de Washington prend exactement la direction inverse de la déclaration de Philadelphie et donc essaye de restreindre tout ce qui est de l'ordre de l'investissement public, de l'investissement associatif pour mettre l'accent sur le rôle du secteur privé et la façon dont les autres secteurs doivent s'aligner sur les normes gestionnaires de ce service privé. Donc on est dans une situation qui est une situation extrêmement complexe dans laquelle il y a à la fois le développement de cette économie sociale et solidaire que j'abordais depuis le début et des obstacles qui se dressent devant cette économie sociale et solidaire qui sont d'une ampleur inédite à certains égards. Et donc il me semble qu'il faut essayer de voir, et je vais finir par cela pour pas trop vous saouler, quels sont les scénarios pour demain, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi pour demain? Ça peut servir à quoi? Je pense qu'il y a 3 grands scénarios que l'on voit se développer dans le monde. Hein, ça dépend un peu des régions du monde, d'ailleurs c'est la pondération de ces différents scénarios. Le premier scénario, c'est un scénario dans lequel l'économie sociale et solidaire est conçue avant tout comme la continuation de l'économie sociale traditionnelle et historique, hein, dans lequel l'économie solidaire n'est considérée que marginale, comme si elle ne concernait que des problèmes comme l'insertion, qui sont des problèmes périphériques, et que finalement l'économie sociale restait inchangée, hein, pour l'essentiel. Et là, c'est vrai que si on reste dans cette vision qui est une vision expliquée par l'histoire, on risque d'être dépassé par le présent. C'est-à-dire que dans le modèle de l'économie sociale traditionnelle, le centre de gravité, c'est la coopérative, hein, parce que c'est elle qui a donné les grands principes qui vont être ceux de l'économie sociale. Et aujourd'hui, il y a un décalage entre la réalité de l'économie sociale et la centralité du modèle coopératif, hein, parce qu'aujourd'hui, 80% de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, c'est des emplois dans les associations, et 80% de ces 80%, c'est des personnes qui travaillent dans l'action sociale et médico-sociale, dont 80% sont des femmes. Donc, en fait, le risque qu'il y a dans ce scénario, c'est qu'on continue, on l'a vu par exemple quand il y a eu des campagnes de publicité sur l'économie sociale et solidaire pendant la loi de 2014, hein, on voyait de sympathiques jeunes ingénieurs qui formaient une coopérative, et donc on disait, ben voilà, c'est ça l'économie sociale et solidaire de demain. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que si on ne réfléchit pas sur ce qui compose vraiment l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, majoritairement des femmes, où est la réflexion dans l'économie sociale et solidaire aujourd'hui sur cette place des femmes? Je pense qu'elle n'est pas à la hauteur de l'enjeu, parce que le fait que ce soit 70% des femmes dans l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas une spécificité française. C'est une caractéristique mondiale. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut analyser pourquoi les femmes sont majoritaires dans cette économie. Je crois que ça ne se fait pas assez et ça devrait donner lieu à un effort plus approfondi. Et on voit bien que l'économie sociale et solidaire a du mal finalement à admettre que la partie la plus importante aujourd'hui, c'est les associations, hein, puisque ça ne correspond pas, si vous voulez, au modèle historique, et qu'il y a des inadéquations qui, si elles ne sont pas réfléchies, risquent d'augmenter avec le temps, et qu'on risque de parler du côté des dirigeants de l'économie sociale et solidaire d'une réalité qui est très loin de la vraie réalité, si j'ose dire, hein. Donc ce premier scénario me semble être un scénario risqué, parce que de plus en plus, il va y avoir
un discours des dirigeants de l'économie sociale et solidaire qui peut être déconnecté. Et on le voit déjà aujourd'hui. Par exemple, il y a aujourd'hui une très grave critique des sociologues sur l'économie sociale et solidaire, qui disent que finalement l'économie sociale et solidaire, c'est une illusion, puisqu'en fait, c'est uniquement remplacer des fonctionnaires bien payés par des travailleurs précaires dans les associations. Et donc, si l'économie sociale et solidaire elle-même ne réfléchit pas sur ces ambiguïtés, ben elle va devenir de plus en plus une réalité qui va être soumise à la critique, et pour des raisons qui s'expliquent si elle n'est pas en mesure finalement de travailler sur l'organisation de sa production, sur la façon dont elle est aujourd'hui constituée essentiellement d'associations, et sur tous ces aspects-là, je crois qu'on ne peut pas se contenter du modèle de ce scénario 1 qui serait la continuation de l'économie sociale historique. Le deuxième scénario, qui est un scénario qui est moins en vigueur en Europe qu'il ne l'est dans les continents asiatiques ou d'Amérique du Nord, c'est en fait l'idée que, au contraire, la vieille économie sociale serait ringarde et que la réalité de demain, ça serait en fait l'entreprise sociale ou le social business. Il y a tout un courant mondial qui est défendu avec talent par Mohamed Younous et d'autres, qui s'est beaucoup diffusé, qui dit que finalement, les associations, les coopératives, les mutuelles, c'était pour hier, et pour demain, ce qu'il faut, c'est l'entreprise sociale ou le social business, qui est en fait, selon Mohamed Younous, un capitalisme à but social. C'est-à-dire que vous voyez bien à ce moment-là l'articulation qui se fait et la confusion qui se fait entre une économie sociale et solidaire réduite à l'entreprise sociale et la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, le développement des fondations et le développement qui nous est tombé dessus au début du XXIe siècle d'une nouvelle philanthropie. Parce qu'on pensait qu'on avait admis au XXe siècle que la solidarité devait être organisée par les pouvoirs publics. Et donc, au sein de la démocratie représentative, ce que l'on voit réémerger au début du XXIe siècle, c'est une philanthropie qui va confier un certain nombre de problèmes sociaux. Par exemple, les problèmes de santé, aujourd'hui, sont traités avec plus d'argent qui est dépensé par la fondation Bill et Melinda Gates, pour prendre un exemple, que par l'OMS. Et donc, on sort, si vous voulez, de l'orbite publique pour rentrer dans une orbite privée, et je pense que la question, c'est pas qu'on vient de se poser, c'est pas est-ce que ces gens-là sont cyniques ou est-ce qu'ils veulent faire du social washing ou est-ce que c'est vraiment sincère. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si on va dans ce sens-là, on remplace peu à peu la démocratie par la plutocratie et que ce n'est pas le même régime politique. Et donc là, il y a une tendance très forte qui est très soutenue aujourd'hui par un certain nombre de gouvernements finalement d'avoir des entreprises sociales, un capitalisme à but social, adossé à la responsabilité sociale des grands groupes, et que finalement, ça génère une idéologie un peu du genre si tous les gens du monde se donnaient la main, ça irait mieux, comme si finalement il n'y avait pas de contradiction au sein du capitalisme et qu'il suffisait d'être de bonne volonté et que tous les problèmes seraient résolus. Mais c'est vrai qu'on voit bien que ce scénario-là, même s'il est moins implanté en Europe que dans d'autres continents, il est en train, il suffit de voir par exemple les textes européens, il est en train d'arriver très fortement en Europe. Et donc ces deux premiers scénarios me semblent être des scénarios qui ont d'évidentes limites. Et il me semble que le troisième scénario, il est vraiment celui d'une économie sociale et solidaire qui soit en mesure de participer, même plus que ça, d'être un levier de la transition écologique, sociale et démocratique dont nous avons besoin. Et pour ce faire, il me semble que ça entraîne plusieurs chantiers au sein de l'économie sociale et solidaire. Le premier chantier, c'est effectivement de se sortir
de cette dérive très entrepreneuriale qui est propre au deuxième scénario et dans lequel est pas mal prise en fait l'économie sociale et solidaire, et de retrouver une capacité finalement à s'ancrer sur ses spécificités historiques et actuelles et à défendre ces spécificités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, faire un travail sur les outils de gestion qui sont des outils de gestion appropriés à l'économie sociale et solidaire. Là, il commence à y avoir des travaux sérieux de ce point de vue-là, et on ne peut qu'être quand même attentif à la nécessité, non pas d'inventer des outils de gestion qui n'auraient aucun rapport avec ceux du système dominant, mais d'avoir une réflexion quand même sur quel est l'outillage de gestion qui respecte les originalités de ces structures, parce que sinon, par les outils de gestion, de toute façon, la tendance à la banalisation ne peut que s'accroître. Le deuxième chantier qui vient aussi forcément, si on veut avoir la visée d'une économie sociale et solidaire transformatrice, qui est quand même aujourd'hui la visée affirmée par le président de Économie sociale et solidaire France dans son dernier ouvrage. Si l'économie sociale et solidaire ne vaut que s'il est transformatrice, ça veut dire que, oui, l'économie sociale et solidaire a des statuts intéressants parce que ces statuts ne sont pas dominés par le capital, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si ces statuts ne sont pas activés par des processus de participation et de délibération qui sont mis en œuvre dans les organisations de l'économie sociale et solidaire, malgré la protection des statuts, là aussi, la dérive va se faire jour au bout d'un moment. Et donc, il y a nécessité, et c'est un peu ce qui est défendu aussi dans des mouvements comme les mouvements des communs, de compléter les statuts qui sont importants de l'économie sociale et solidaire par des pratiques de délibération et de participation. Ça veut dire que si, dans les crèches ou dans les EHPAD, pour prendre deux exemples actuels, l'économie sociale et solidaire n'est pas en mesure de dire qu'elle rend des services aux usagers qui sont différents de celles des entreprises à but lucratif, à ce moment-là, elle ne peut pas se défendre véritablement parce qu'elle va être assimilée à ce qui deviendra la crise d'un secteur. Nous, on va travailler là, avec le mouvement associatif sur justement mettre en évidence quelles sont les choses qui se font dans les crèches associatives et dans des EHPAD associatifs et qui ne se font pas dans les EHPAD lucratifs. Mais il faut être factuel, il faut pouvoir apporter la preuve qu'il y a des différences, parce que sinon, là encore, tout le monde risque d'être géré pareil et de faire la même chose. Et donc, je crois que c'est très important de pouvoir faire des expériences sur comment, et ça on pourra en parler aussi beaucoup plus en profondeur, de voir qu'est-ce qui peut être fait. Et finalement, quand on se pose la question à partir du quotidien vécu par les salariés et par les usagers, on se rend compte qu'il y a une multiplicité de choses qui peuvent être faites, qui sont modestes, mais qui comptent parce qu'elles vont changer le rapport des salariés et des usagers à l'organisation dans laquelle ils travaillent ou dans laquelle ils reçoivent des prestations. Et que s'il n'y a pas la possibilité pour les travailleurs et pour les usagers d'établir une différence entre une organisation d'économie sociale et solidaire dans laquelle ils travaillent ou dans laquelle ils ont des prestations et une autre organisation, à ce moment-là, l'économie sociale et solidaire devient indéfendable. Et cette question, elle se pose vraiment avec acuité, parce que il y a vraiment aujourd'hui des scandales qui se sont passés dans la manière dont on s'occupe de nos vieux ou la manière dont on s'occupe de nos enfants. On a été la société la plus inhumaine quand même qui soit, parce qu'on les a traités exactement comme des objets. Et ça, je pense que l'économie sociale et solidaire doit parler plus fort pour dire que justement elle fait autre chose et doit montrer qu'elle fait autre chose. Et pas uniquement parce qu'elle a des statuts qui la rendraient vertueuse, mais montrer ça à partir des pratiques qui sont les pratiques de tous les jours. Je pense aussi que ce qui est un autre chantier, c'est d'entamer des coopérations territoriales.
parce que l'économie sociale et solidaire ne doit pas vivre dans un bocal, et ne doit pas s'allier pour moi aux grands groupes. Là aussi, on pourra en discuter plus avant. Mais en fait, les grands groupes, quand ils font des partenariats avec l'économie sociale et solidaire, c'est des partenariats instrumentaux et dans lesquels il y a une telle différence de pouvoir que les organisations de l'économie sociale et solidaire sont manipulées. Par contre, faire des alliances avec des artisans, avec des commerçants, avec des petites et moyennes entreprises qui ont gardé un rapport au territoire, qui ne sont pas dans une économie internationalisée uniquement gouvernée par les capitaux, oui, ça c'est important, parce que ça permettra d'améliorer l'ancrage territorial. Et enfin, le dernier chantier qui est lié à celui que je viens d'énoncer, c'est la capacité à développer une solidarité interne entre les membres de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, la solidarité interne entre les différentes composantes de l'économie sociale et solidaire est insuffisante. Et plus il y aura de la solidarité que sera capable d'auto-organiser en son sein l'économie sociale et solidaire, plus elle sera crédible aussi quand elle ira voir les pouvoirs publics. Et si aujourd'hui les associations qui émergent ne trouvent pas de relais et d'aide auprès des grandes institutions de l'économie sociale, eh bien je pense que les résultats sont aussi désastreux au niveau de l'image générale que donne l'ensemble du secteur. Et ça pose des questions très concrètes. On travaille avec ESS France, là, en ce moment, sur un courrier que vient de faire un des pôles de ESS à Lorient, en disant « Pouvons-nous garder dans l'économie sociale et solidaire les coopératives agricoles qui, en Bretagne, sont le principal agent du productivisme agricole ?» C'est-à-dire que les gens de Lorient disent « Nous défendons des modèles de société qui sont antinomiques. Est-ce que nous pouvons nous revendiquer du même mouvement ?» Et ça relaie ce que moi j'avais vécu aussi dans les états généraux de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire le débat pour le moins houleux entre la Fédération de l'agriculture biologique et les grosses coopératives agricoles de Bretagne. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous réunit au sein de l'économie sociale et solidaire? Est-ce que c'est des statuts ou est-ce que c'est un modèle de société vers lequel on veut aller? Je ne plaide pas là pour l'exclusion. Je pense que le problème est très complexe. C'est pour ça qu'on va organiser un débat là-dessus avec les différentes parties prenantes, avec les coopératives agricoles et avec ceux qui demandent leur exclusion de l'économie sociale et solidaire, parce que je crois que l'économie sociale et solidaire, si elle veut s'améliorer, elle doit travailler sur ses ambiguïtés, sur ses ambivalences, sur ce qu'elle ne veut pas voir parfois dans un discours qui est trop uniquement promotionnel. Et c'est en travaillant sur ces ambivalences que justement il sera possible d'aller plus loin et d'être plus crédible, me semble-t-il, pour l'ensemble de la société. Donc je crois qu'il y a un troisième scénario qui est celui d'une économie sociale et solidaire qui devient un peu le fer de lance des transitions, mais que ce troisième scénario, qui est pour moi le scénario d'avenir de l'économie sociale et solidaire, il suppose aussi des exigences en interne même de l'économie sociale et solidaire, et je crois que ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés. Merci de votre attention, j'espère que je n'ai pas été trop long. Bien, merci beaucoup pour cette brève archéologie, disons, de l'ESS. Parmi ces trois scénarios que vous nous avez présentés, du coup, lequel vous semble le plus plausible, disons, en tout cas Ce que je disais, c'est que si on veut trouver des éléments factuels, ces trois scénarios sont en train de se mettre en place de manière pondérée différemment suivant les espaces géographiques et suivant les espaces sectoriels. Mais ces trois scénarios existent. Après, je pense que c'est une question qui s'adresse à nous tous et à nous toutes, c'est-à-dire à quel scénario on veut participer. Quel est le scénario qui nous intéresse en tant qu'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, vous avez parlé aussi du manque de visibilité, en tout cas, de ce secteur-là. Est-ce que vous souhaiteriez faire connaître, justement, des exemples relativement récents qui vous semblent porteurs d'avenir, en tout cas d'ouverture, en tout cas intéressante? C'est l'occasion aussi de les faire connaître, peut-être?
Oui, alors là, on a l'embarras du choix. Ça dépend peut-être un peu des champs qui vous intéressent, quoi. Il faudrait demander aux gens qui sont là, parce qu'on peut en développer des milliers, quoi. Certains exemples qui vous semblent les plus saillants. Je vais prendre l'exemple sur lequel on a travaillé, puisqu'on vient d'y consacrer un petit livre, là. C'est l'exemple des régies de quartier. Hein. Les régies de quartier, c'est quoi? C'est en fait ça naît dans une lutte urbaine à Roubaix dans les années 1970, des gens qui vont être exclus de leur quartier parce qu'ils n'ont plus finalement la possibilité de payer les loyers après la rénovation. Ils s'organisent avec tout un ensemble d'architectes, de gens qui viennent les conseiller aussi dans cet espace. Et peu à peu, ils vont définir une idée qui finalement s'inscrit dans la politique de la ville en émergence, hein, et qui finalement va être peut-être la seule réalité qui va être conforme aux principes initiaux de la politique de la ville, c'est-à-dire qu'ils vont créer une entité associative dans laquelle il y a à la fois la municipalité, les bailleurs sociaux et puis les habitants, hein, qui sont représentés sous la forme d'une association. Donc c'est une association où il y a les bailleurs sociaux, la municipalité et les habitants, et à partir de ça, ils vont essayer de prendre en charge des travaux d'aménagement, d'amélioration des conditions de vie sur le quartier, hein, et avec l'idée que finalement, les meilleurs experts du quartier, c'est ceux qui y habitent. C'est une idée simple, hein, mais c'est une idée qui est plus difficile à mettre en œuvre qu'on ne pourrait le penser. Pourquoi aussi? Parce que il faut voir aussi ce que c'est le rapport à l'économie dominante. C'est-à-dire que quand ces associations émergent, eh bien vous avez les entreprises qui disent concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que finalement l'acteur économique, c'est le capitalisme marchand, et que tous ceux qui ne correspondent pas à ce type d'acteurs font de la concurrence déloyale. Donc vous voyez comment finalement c'est inscrit, hein, dans cette idée qui va être présente dans je ne sais pas combien de rapports qui ont été faits dans ces 20 dernières années par le MEDEF, hein, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire est une économie subventionnée, parasitaire, qui ne produit pas de richesse, parce que les seuls qui produisons des richesses, c'est nous, les entreprises capitalistes. Et ça, c'est une argumentaire dont il est très difficile de sortir. Moi, je discute par exemple avec des présidents de conseils départementaux là récemment. Ils me disent, mais sur les EHPAD, on s'est fait avoir, parce qu'on s'est fait embarquer dans le discours des entreprises lucratives qui nous disaient en gros, les associations, ils ne savent pas gérer, c'est de l'amateurisme. Nous, on va venir, on va vous faire des choses hyper professionnelles, vous allez voir ce que vous allez voir, et vous n'avez plus à avoir de soucis avec les vieux sur votre territoire. Et on en est arrivé à des scandales de droits humains dans les EHPAD à but lucratif. Et avec tout un ensemble de protection de façade. Ma collègue Anne Salmon vient de faire un livre sur la fausse éthique, hein, qui est aujourd'hui en vigueur dans l'action sociale. Il faut quand même se rappeler que Orpea et Corian, hein, qui sont aujourd'hui les entreprises qui ont été à la source de ces scandales touchant les droits humains des personnes âgées, étaient les mieux classés dans le classement du Point au niveau de l'éthique jusqu'en 2021. Ça veut dire qu'on produit des espèces d'éthiques complètement abstraites, des systèmes faits de codes déontologiques, de chartes éthiques, de machins, de trucs, qui en fait sont là pour masquer une réalité, qui est le fait que l'on va extraire l'argent des familles pour aller le donner aux actionnaires. Et ça a marché pendant un certain temps. Et c'est ça qui est grave, y compris auprès de nos responsables publics, ils l'admettent aujourd'hui. Et par exemple, au niveau des départements, il y a des départements qui commencent à poser la question, comment on peut faire autrement, hein? Comment aujourd'hui, dans un département dont 80% des dépenses sont l'action sociale, comment est-ce que le département peut retrouver, hein, il y a un texte qui a été signé justement par Anne Salmon et Jean-Luc Blaise dans Libération récemment, sur comment il peut y avoir une nouvelle relation qui s'établit entre les élus
en particulier au niveau départemental, parce qu'ils sont très concernés par l'action sociale, et le tissu associatif, sur d'autres bases, et qu'on arrête de soumettre les associations à une concurrence généralisée, qu'on retrouve une façon de se parler dans laquelle le département ne défend pas simplement des normes technocratiques, mais est capable de se remettre en discussion sur les besoins du territoire avec les associations. Là, on fait un travail aussi sur une dizaine de villes en France qui essayent d'avancer, Nantes, Rennes, Strasbourg, d'autres, sur la co-construction d'une action publique entre les pouvoirs publics locaux et les associations. Parce que si on ne sort pas de ces systèmes descendants dont on est friand en France, d'une technocratie toute puissante qui veut définir la manière dont tout fonctionne, on va dans le mur, parce que le problème qui se pose, dont on n'a pas parlé, c'est que si on regarde l'histoire, en gros, le néolibéralisme, il va reproduire ce qu'a fait le libéralisme, c'est-à-dire il y a toujours 3 temps. Premier temps, la concurrence ou le marché doit être la règle générale. Le marché, ça ne marche pas, hein, ça ne marche jamais, en tout cas de manière générale. Et donc après, on a introduit la philanthropie. Et comme la philanthropie, ça a des limites aussi, on finit dans l'autoritarisme. On est en train aujourd'hui de passer à la 3e phase de l'autoritarisme. Et donc quand on discute de l'économie sociale et solidaire, on ne discute pas d'une économie sympa qui serait destinée à rester dans les marges. On discute de ce qui va nous permettre de garder une terre vivable pour les générations futures. C'est ça dont on parle. Hein. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se laisser enfermer, je pense, dans un débat techniciste. Il faut remettre pourquoi on fait tout ça, pourquoi tout ça a été fait depuis le début du 19e siècle, à quel projet ça correspond, et essayer de remettre le débat en ces termes, me semble-t-il. Justement, paradoxalement, ces dernières années, il n'y a jamais eu autant de quête de sens de la part des gens, avec aussi une sorte de victoire un petit peu idéologique de l'écologisme, en tout cas, qui a quand même, tout le monde est aujourd'hui quasiment sensibilisé quand même à la protection de l'environnement, à une nourriture saine. Ce sont des thèmes qui ont quand même réussi à infuser, en tout cas, au sein de la société, non ? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des logiques contradictoires. Oui, on est dans des logiques contradictoires. On est dans des paradoxes et des contradictions. Et c'est pour ça que, si vous voulez, le risque qui est lié à ces contradictions, c'est un éloignement de plus en plus grand. Moi, je vois, par exemple, pour avoir pas mal travaillé à Barcelone et en Espagne, il y a un danger qui est que les expériences s'éloignent de plus en plus des institutions, hein, parce qu'elles considèrent que finalement il n'y a plus rien à attendre des institutions, c'est pourri, et donc on va faire notre expérience dans notre coin de manière autarcique. Et ça, on sait depuis le 19e siècle que ça débouche malheureusement pas sur les rêves, mais ça débouche beaucoup sur des cauchemars. Et de l'autre côté, il y a des institutions qui sont complètement sourdes aux initiatives, hein, parce qu'elles vont plutôt aller chercher des recettes du côté des cabinets conseils ou autres. Hein. Et donc, pour moi, le problème que l'on a, si on veut que la démocratie soit défendue, c'est d'arriver à relier les initiatives citoyennes avec les pouvoirs publics. Parce qu'on a besoin à la fois d'une démocratie plus participative, plus délibérative, mais qui ne soit pas instrumentalisée par la démocratie représentative, qu'on ne convoque pas des assemblées de citoyens, puis ensuite on arrête, mais qu'il y ait une articulation réelle. Et c'est pour ça que l'expérience de Barcelone, moi, pendant 2 mandats, m'a passionné. C'est parce qu'ils ont vraiment essayé de faire une politique municipale nouvelle à partir des initiatives citoyennes de quartier. Et ce n'était pas facile. Parce que moi, je me rappelle la première fois que la municipalité est arrivée au pouvoir, il y avait à Barcelone une agence de développement de Barcelone, 200 fonctionnaires. Ces 200 fonctionnaires, ils travaillaient dans des trucs chics, vous savez, les nouvelles technologies, la ville créative, tous les trucs à la mode. Et tout d'un coup, les mêmes fonctionnaires, on leur demande de travailler avec les expériences d'économie solidaire du quartier. Ils vivaient ça comme un déclassement. Hein, c'est-à-dire que pour eux, tout d'un coup, ils étaient rétrogradés quasiment. Et donc, il fallait travailler sur comment, finalement,
présenter les choses, faire un travail, comment arriver peu à peu à ce que les fonctionnaires s'intéressent justement à une autre construction de la politique publique avec les citoyens engagés dans les quartiers. Et je pense qu'ils ont eu des expériences assez extraordinaires. Hein. Par exemple, ils sont arrivés au bout de 4-5 ans à faire des liens entre des squats illégaux et la municipalité de Barcelone, certains devenant même l'antenne du service public dans le quartier. Et donc, ça fait qu'au lieu de s'opposer, à mon avis, dans une opposition sans perspective, parce que un pouvoir qui est coupé des quartiers et des quartiers qui sont enfermés dans l'opposition à la municipalité, ça peut déboucher sur rien finalement, parce que chacun a ses limites. Mais par contre, l'articulation des deux, là, ça peut donner des perspectives. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, mais en tout cas, il me semble qu'il y a cette possibilité qui est aujourd'hui ouverte de refaire de la démocratie. Hein, et d'une certaine façon, on revient au début de l'histoire que je racontais tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, le projet fondamental de l'économie sociale et solidaire, c'est de faire que nous vivions dans des sociétés plus démocratiques et plus solidaires. Je suis pas là pour monopoliser la parole, justement, pour donner aussi la parole à vous. Je ne sais pas vous présenter. Bonsoir, Monsieur Lavigne. Bonsoir, madame. Bonsoir, Monsieur Lavigne. Merci beaucoup, c'était absolument passionnant. Alors, petit point de vue d'habitante de Metz, on n'en est absolument pas là parce que là, on a fait un retour en arrière. J'assume complètement avec la municipalité. On est totalement dans une... alors, ils nous parlent de construction, ils n'ont que ce mot à la bouche. Et c'est du top-down infantilisant et humiliant. Mais je continue à aller aux réunions de quartier mortifères où on parle de crottes de chien, de stationnement pendant 1h30. Bon, ça, c'était vraiment une parenthèse. Donc, moi, je suis membre d'une coopérative, donc il y a de l'espoir. À Metz, on fait quand même des choses. Il y a une coopérative qui s'appelle Graukop, qui est un supermarché coopératif qui est monté voilà. Et avec beaucoup de choses que vous décrivez, où il y a énormément de questionnements sur la gestion, ne surtout pas utiliser les mêmes outils que de gestion, de vivre ensemble, de travailler ensemble, qu'on peut retrouver dans des structures, même dans nos structures professionnelles habituelles, même si, par exemple, moi je travaille pour le public, mais on a quand même des outils de gestion. Alors le Graukop, il est situé avenue du 20e corps, quand on va vers le jardin botanique. En ce moment, c'est un tout petit magasin minuscule et ça foisonne d'énergie, d'échange, de façon de travailler ensemble, de vivre ensemble, j'ai presque envie de dire. Et qui cherche aussi à... On veut surtout pas arriver dans un entre-soi où on va vendre que du bio et du local et du bobo. Et on veut vendre du premier prix et faire que les gens qui viennent donner des coups de main, donc c'est sur le modèle de la Louve ou de Park Slope à New York, et de la Cagette à Montpellier. Donc soit des gens qui n'étaient pas très sensibilisés à la coopérative, à l'économie sociale et solidaire, etc. Donc c'est hyper inclusif. Et on passe des heures en réunion à couper les cheveux en quatre, et c'est des réunions absolument essentielles, sinon ça sert à rien, sinon on n'a qu'à aller au magasin normal, quoi. Voilà, donc c'est même au-delà de choix de consommation, c'est quand même s'organiser en tant qu'habitant et citoyen, et se demander ce qu'on est comme consommateur, quoi. Donc il y a des gens qui ont une vraie réflexion derrière sur l'ESS. Ils ne pouvaient pas être là ce soir parce qu'ils tenaient le magasin, parce qu'ils vont de réunion en réunion. Voilà, donc ici, mais je retransmettrai ce que j'entends. Merci. Donc c'est la Graukop,
Graukop. Le Graukop en ce moment, on est avenue du 20e corps. On se gare sur le marché de chez Auchan. Enfin, ceux qui viennent en voiture. Et sinon, on est en train de déménager dans un gros bâtiment, l'ancien Mougel Bio. Et donc, tout est à imaginer. Et on imagine tout ça ensemble. Et on discute, on débat. Voilà, ça... Mais ça ne fait pas que causer. Hein, parce qu'on vend vraiment... On est aujourd'hui 300 coopérateurs. Et donc, on s'est construit sur le modèle la grande coopérative de Nancy qui existait dans les années 30. Donc, il y a aussi des vidéos de l'INA qui sont disponibles sur le site de Graukop pour comprendre ce que c'était. C'était vraiment important, cette coopérative. Voilà. D'autres personnes peut-être veulent prendre la parole ou simplement... Je me souviens aussi d'un dispositif qui était intéressant, mais je ne sais pas pourquoi il a périclité, c'était le CEL, Service d'échange local. J'en fais partie aussi. Voilà, c'est quelque chose qui existe encore donc, Oui, ça existe encore. J'étais à l'AG, on a fait notre AG du SAL la semaine dernière. Excusez-moi de monopoliser, c'est hyper pas coopératif. Je fais partie du CEL d'ici et par rapport à d'autres villes, il est hyper vivant pour plein de raisons, mais bon. Comment on fait pour s'inscrire? Eh ben, en fait, justement, il n'y a rien à faire. En fait, vous allez sur le site du CEL, vous appuyez contact, vous dites CELMES, vous dites voilà, je voudrais faire partie du CEL. Je ne sais pas si j'ai des choses à proposer, je ne sais pas si j'ai des choses à demander. Et donc c'est basé sur des échanges qui sont absolument pas monétarisés. Et don contre don, pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement du contre-don. Vous pouvez être en débit, c'est pas très grave. Et la devise, c'est le lien est plus important que le bien. Donc c'est encore autre chose que les plateformes entre voisins, etc. Parce que je suis aussi allée voir ces trucs-là. Et il se passe aussi beaucoup d'échanges, de discussions, de réflexions sur comment on a envie de donner non seulement des choses, hein, ça va être du temps. En fait, c'est 1 minute égale une quetch. Mais si c'est des chaussures de randonnée, comment je vais mesurer ça? Donc c'est un accord qu'on se fait. Et ça marche vraiment hyper bien et étonnamment bien. Maintenant, ça fait 12 ans que ça a été remis sur pied ici. Alors on est, je crois qu'on est environ, on est 200 et il y en a ou 400, je sais plus, mais il y a la moitié qui est un peu en dormance, mais il y a quand même, mais le reste c'est hyper actif. Voilà, et donc il y a même une plateforme pour échanger. Et du coup, on a discuté aussi des frais de, est-ce qu'on veut une adhésion? Puis finalement, on doit quand même payer un site. Mais à l'origine, on était parti sur ne pas faire d'adhésion. Voilà. Très bien. D'autres personnes pourraient peut-être mettre en avant des initiatives. Oui, je vais donner le micro. N'hésitez pas à vous présenter. Pourquoi? Je vais faire bref. Bon, c'est Sylvie Gélin. Je travaille à l'accueil de jour du Secours catholique. Donc quand on pense secours catholique, on peut penser charité. Hein. Mais on va au-delà dans cet accueil de jour. On essaye de... Enfin, c'est pas on essaye. On a une réelle volonté que tous soient acteurs. Donc on accueille des sans-domicile stable qui, pour ceux qui sont en capacité, participent à la vie de la maison. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont faire de la cuisine. Ils vont participer. Alors, on fait les repas le matin et le midi. Et donc, une partie des repas, enfin, l'essentiel des repas sont faits par des bénévoles. On n'est que 3 permanents travailleurs sociaux et toutes les autres personnes sont des bénévoles. On ne peut pas, la maison ne vit pas sans eux. Rappelez où vous êtes situé. À l'accueil de jour, Jean Rodin, c'est rue des Augustins, à côté de la place Saint-Thibault. Voilà. Et donc, moi, je suis particulièrement en charge de l'idée, de la gouvernance du lieu par tous ces acteurs-là. C'est-à-dire que vous soyez SDF, que vous soyez bénévole, il y a plusieurs sortes de bénévoles. Vous pouvez être à la retraite, vous pouvez être salarié, vous devenez bénévole, ou vous êtes accueilli SDF et vous êtes aussi bénévole. Donc moi, j'avais des petites questions parce que je suis vraiment en recherche sur ce sujet-là avec eux. Hein. Quand vous participez à cette gouvernance, donc, concrètement, donc je vous avais dit, ils font de la cuisine, ils font des petits travaux, ils peuvent aussi participer à l'accompagnement de leur père. Hein. Et donc, c'est vrai que quand vous arrivez travailleur social dans cette démarche-là, c'est pas simple au niveau éthique. C'est-à-dire qu'on se dit,
ah zut, ils sont dépositaires de l'histoire de leur père. Est-ce que jusqu'où on va? Vous voyez, il y a des questions comme ça qui se soulèvent et qui, moi, me demandent, en tant que vieux travailleur social, de revisiter aussi ma pensée dans cette démocratie qui se met en place au sein de ce lieu-là. Voilà. Merci. J'y vais là ou on continue? Donc moi, c'était une petite question. Oui, j'ai bien entendu, j'ai bien entendu. On peut peut-être les questions. Vas-y, Marilyn, tu peux te présenter aussi. Donc Marilyn, je suis permanente à l'IRTS, responsable d'une filière de formation. Mais précédemment, j'ai été éducatrice spécialisée longtemps dans le champ du handicap. Et j'ai été percutée par un certain nombre de choses, c'est-à-dire que dans le champ de l'associatif, comment se fait-il que les territoires, les départements notamment, lancent des appels d'offres et mettent en concurrence des associations du même champ? Et en fait, c'est à celui qui présente le projet, alors moi je l'ai interprété comme ça, je me trompe peut-être, mais en tout cas, ça a été souvent ça ce qui nous a été avancé, c'est que le projet qui coûtait le moins cher au territoire était mis en avant et avait le nombre de places d'ouverture. Voilà. Donc comment ça se fait qu'on fait partie du monde associatif qui donc est considéré comme de l'ESS et on est mis en concurrence les uns contre les autres par des territoires? Ça a été ma grande question pendant longtemps. Ça le reste toujours. Bon, peut-être une grande réponse à notre question. Je vous écoute. À moins qu'il y ait une autre question, peut-être. Je vous écoute. Oui, donc ce que vous disiez, c'est qu'en fait, il y a des modèles qui circulent aussi à travers le monde, puisque l'expérience de New York, l'expérience de Paris, d'autres expériences aussi font partie de la réflexion que vous menez ici. Je pense que c'est important aussi de se rendre compte que, c'est pour ça que moi, je plaide un peu pour ma chapelle, mais je plaide beaucoup pour des traces écrites de tout ça. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui existent, et souvent, ces choses se perdent dans la mémoire orale, et l'histoire écrite, elle est faite par les dominants. Et donc, je pense qu'il y a tout un travail qui nécessite justement d'établir des traces de ce qui se passe dans différentes parties du monde, parce qu'en plus, ces différentes parties du monde peuvent se parler. Nous, vous citiez la question de la gestion. Aujourd'hui, les meilleurs professeurs de gestion dans l'université travaillent sur les outils de gestion de l'économie sociale et solidaire. Ce n'était pas du tout le cas il y a encore 10 ans. Et je pense à mes collègues de la Sorbonne, par exemple, qui ont beaucoup appris avec les collègues brésiliens en gestion, parce que ça fait 30 ans que les collègues brésiliens travaillent sur ce qu'ils appellent, eux, la gestion sociale, c'est-à-dire une gestion qui est faite pour les organisations de la société civile, et qui donc a des éléments qui sont faits pour cette société civile, alors que quand on prend l'histoire de la gestion, je reprends un peu le livre de Philippe Henault et Genauto Carvalho qui parle de ça, c'est que la gestion comme science a été construite dans l'entreprise lucrative. Donc il faut quand même faire un pas de côté pour arriver finalement à trouver des outillages de gestion qui soient véritablement pertinents par rapport aux objectifs. Et ce n'est pas si facile que ça, mais là le travail il est amorcé là maintenant. C'est pour ça que moi je m'énerve un peu quand je vois par exemple des composantes du monde associatif qui vont chercher des consultants comme KPMG, alors qu'aujourd'hui vous avez les meilleurs universitaires français qui sont prêts à travailler avec le monde associatif, et en plus ça coûtera 10 fois moins cher, entre parenthèses. Et ça sera 10 fois meilleur, parce que moi j'ai lu les rapports qu'a fait KPMG pour le mouvement associatif, et ben c'est du copier-coller de ce qu'ils font d'habitude. Avec toujours, on rend hommage dans la première page au monde associatif, blablabla, puis ensuite on fait avec les PowerPoint de d'habitude. Donc je pense qu'il y a... Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons aussi une nouvelle opportunité dont on ne se rend pas compte peut-être, c'est qu'il y a une nouvelle façon de faire de la science qui peut se mettre en rapport justement avec les actions de l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est je crois, un élément qui est très nouveau. On a essayé d'expliquer dans la fabrique de l'émancipation pourquoi il y a eu une opposition si longtemps entre science et action, qui a fait que l'éducation populaire, ça a été par exemple très difficile de se faire entendre, parce que
la conception de la science classique est une conception élitiste. C'est aussi ce qu'on développe sur le travail social, pour un travail social indiscipliné. Et donc, il est en train d'émerger aujourd'hui, depuis les années 50, avec l'école de Copenhague, il est en train d'émerger une nouvelle façon de faire de la science. Et là, il y a des possibilités d'alliance pour l'économie sociale et solidaire qui sont vraiment, à mon avis, très nouvelles. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté des deux côtés. Mais il me semble que les éléments sont là et que ce n'était pas du tout le cas encore dans la période récente. Alors, ce que vous disiez sur les difficultés, moi je pense que, en tout cas c'est ça qu'on essaie de faire au master que l'on anime, au master recherche en travail social au CNAM, c'est que, si vous voulez, l'enjeu qu'il y a derrière ce que vous dites, c'est en fait une redéfinition des professions du travail social. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on situe le problème en ces termes, c'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, il ne s'agit plus d'être l'expert d'un usager qui par définition serait incompétent, il s'agit de mettre en place des formes de travail, mais pas, sans démagogie, c'est-à-dire en ne faisant pas semblant que tout le monde soit pareil à tout le monde. Et donc, nous, on a situé le master comme étant un travail avec les étudiantes et les étudiants là-dessus, c'est-à-dire comment on fait quotidiennement quand on veut lancer des choses qui sont dans cette perspective-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a de plus en plus d'étudiants parce que justement on a situé le master dans cette perspective-là, dans une perspective de travail sur comment on fait pour travailler autrement dans l'action sociale. Et ce n'est pas simple, hein. C'est pour ça qu'il faut en passer par des échanges d'expériences, par des mutualisations d'expériences, et que personne n'a la recette magique pour trouver. On est tous des débutants dans ce domaine, hein. La paire aidance, l'intervention des personnes accompagnées, en même temps que des travailleurs sociaux, comment faire pour que ces gens ne se vivent pas en concurrence mais en complémentarité. C'est ça qu'il faut qu'on aborde, et ça on peut l'aborder qu'à travers des cas extrêmement précis, vous avez raison. Et c'est en échangeant sur ces cas précis qu'on peut avancer. Et il me semble que c'est l'une des possibilités de redonner envie d'investir le travail social. Parce qu'on est quand même dans une période où les gens dans le travail social sont soumis à de telles contraintes qu'ils s'enfuient, quoi, hein. Aujourd'hui, il y a plein d'associations, y compris parce qu'elles sont organisées justement un peu comme tout le reste, qui n'arrivent plus à trouver de salariés. Donc si on veut sortir de ça, il faut redonner des perspectives qui soient des perspectives mobilisatrices, quoi. C'est pour ça qu'on a travaillé sur cette revue que j'évoquais quand on discutait tous les deux, qu'ont fait les étudiants et les étudiantes, qui s'appelle la revue des solidarités, et où les étudiants expliquent dans leurs articles respectifs des actions qu'ils ont menées en tant que travailleurs sociaux et dont ils sont fiers, en fait. Malgré toutes les difficultés, ça ne veut pas dire qu'ils sont bénis oui ou qu'ils sont idéalistes. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, ils ont des marges de manœuvre qui sont étroites. Mais malgré ces marges de manœuvre étroites, si on veut redonner envie, il faut quand même aussi pouvoir parler de ce qu'on arrive à faire malgré tout. C'est-à-dire avoir cette double position, qui est une position à la fois critique, surtout dans un ensemble d'évolutions qui sont intenables, et en même temps constructive, en montrant qu'on arrive quand même à faire des choses et que c'est important que ces choses, on puisse les échanger avec d'autres. Parce que, justement, à partir du moment où on se met dans une position d'action, il y a tout un tas de problèmes qui se posent, et c'est ces problèmes dont il faut pouvoir discuter avec d'autres pour avancer. Sur ce que vous disiez, c'est-à-dire pourquoi on met les associations en concurrence, là, je crois que c'est clair, c'est parce qu'on considère que la concurrence est le système d'allocation des ressources le plus efficace depuis que se sont imposées les idées économiques du néolibéralisme. Ça veut dire que, de toute façon, on arrive à la fin du néolibéralisme. Donc là, le problème est aujourd'hui comment on en sort, parce qu'on est déjà en train d'en sortir. On voit bien que c'est plus possible de faire comme ça, hein, parce que si on continuait à regarder Hayek-Friedman, quand même, Hayek-Friedman, ce sont des négationnistes de l'écologie aussi, il faut le dire. Je disais que c'est des négationnistes de la solidarité, mais ils considèrent aussi qu'il n'y a pas de problème écologique.
hein. Donc c'est une pensée économique qui est devenue dominante dans le monde et qui nous conduit dans le mur. Donc il faut qu'on en sorte. C'est Trump. Le problème, c'est comment on en sort, hein. C'est-à-dire que la menace autoritaire, pour moi, l'un des grands livres du XXe siècle, c'est le livre de Karl Polanyi, La Grande Transformation, qui montre que dans les années 30, quand on est allé trop loin dans le marché, eh bien finalement les gens ont été tellement insécurisés, tellement mal, tellement mal à l'aise pour eux et pour leur famille, qu'ils se sont rués du côté des démagogies d'extrême droite. Et c'est ça notre problème, hein. C'est comment on fait pour arriver à remobiliser les forces démocratiques, hein, alors qu'aujourd'hui, sur le plan médiatique et sur le plan idéologique, la démagogie autoritaire a le vent en poupe, c'est incontestable. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut clôturer là. Je rappelle toutefois que demain, donc à 20h à l'IRTS de Lorraine, sur le site de Ban-Saint-Martin, aura lieu une grande table ronde sur le travail social et ce qu'on appelle les savoirs expérientiels. Ce sont les savoirs dont sont porteurs les usagers, tout simplement, leurs expériences, leur expérience de vie, en quelque sorte. Voilà, donc ce sera un échange demain donc, avec Jean-Louis Laville, avec Mathieu Klein aussi, maire de Metz, maire de Nancy, pardon. Maire de Nancy, excusez-moi, j'ai fourché, maire de Nancy et président du Conseil du travail social. Et puis on aura aussi le plaisir d'accueillir Pascal Budin, qui est responsable à TD Carmonde de l'atelier des croisements des savoirs et des pratiques. Donc on est vraiment là dans une sorte de continuité, je crois, par rapport aux échanges de ce soir, qui pose la question finalement de la participation démocratique des citoyens et des usagers au sein même des structures sociales. Si vous n'êtes même pas du secteur social, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours venir parce que c'est un enjeu évidemment fondamental, la participation publique, des publics, des citoyens. Et donc évidemment, vous y trouverez aussi, je pense, des pistes, des solutions pratiques dans vos domaines respectifs. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Je rappelle aussi qu'il y a des ouvrages qui sont disponibles pour celles et ceux qui souhaitent une petite dédicace. Et puis voilà, je vous remercie encore.